Comment s'assurer que l'image d'un film que l'on a tourné sera correctement projetée au cinéma et diffusée à la télévision? Comment mélanger des images provenant de différentes caméras sans que cela se voie? Peut-on rattraper une image ratée ou simplement compenser quelques défauts? Peut-on utiliser les couleurs pour transmettre des émotions? Jusqu'où doit aller l'étalonnage d'un film? La production d'un film se décompose en plusieurs étapes. Il y a d'abord la préparation du projet, que l'on appelle la pré-production, puis le tournage. Vient alors la post-production. Le film est monté, c'est-à-dire que l'on sélectionne les meilleures prises et qu'on les met bout à bout, et on y inclut d'éventuels effets spéciaux. Les deux dernières étapes sont le mixage des différentes parties sonores et l'étalonnage. C'est cette dernière étape qui nous intéresse aujourd'hui. À l'origine, le procédé consistait simplement à tirer les images depuis le négatif argentique. L'étalonneur était chargé d'équilibrer les niveaux de rouge, de vert et de bleu, les trois composantes essentielles pour obtenir toutes les autres couleurs, afin d'obtenir une image correcte. La marge de manœuvre était plutôt limitée et l'opération était davantage considérée comme une tâche technique plutôt que comme une discipline artistique. Aujourd'hui encore, l'étalonnage est toujours une étape technique essentielle dans la production audiovisuelle. Tout d'abord, pour tenter de gommer les différences de rendu que l'on obtient lorsqu'on utilise des caméras différentes. En effet, chaque marque de caméra produit, pour une même scène filmée, des couleurs différentes. Pour que cela ne choque pas le spectateur, il est nécessaire de gommer ces différences. On parle de faire matcher les caméras. On peut aussi rattraper quelques erreurs commises par le caméraman. On peut rehausser une image trop sombre ou assombrir une image trop claire. On peut jouer sur les contrastes, sur la netteté. On peut appliquer des modifications sur des zones de l'image sans affecter le reste. Le numérique et des logiciels comme DaVinci Resolve ou Baselight ont étendu les possibilités à l'infini. Et ces logiciels sont même disponibles pour les hobbyistes. DaVinci Resolve propose une version gratuite à télécharger. Mais l'étalonnage est également indispensable car les supports de diffusion sont très différents. En effet, les couleurs disponibles sur un écran de cinéma ne sont pas les mêmes que celles sur un téléviseur ou un ordinateur. Il existe en effet différents espaces colorimétriques qui sont autant de palettes de couleurs différentes. De plus, notre perception des couleurs et des contrastes, à nous, les humains, est très différente selon que l'on se trouve dans la pénombre, comme au cinéma, ou dans une pièce bien éclairée, le salon où se trouve la télévision. Et les espaces colorimétriques en tiennent compte. Par conséquent, l'étalonneur est également responsable de s'assurer que les images seront correctement affichées et perçues dans l'espace colorimétrique visé. Alors pour information, la télévision utilise un espace colorimétrique normalisé nommé REC 709. Les nouvelles télévisions HDR utilisent un espace colorimétrique plus étendu, contenant plus de nuances, nommé REC 2020. Les ordinateurs utilisent l'espace sRGB et le cinéma l'espace DCI. Voilà pourquoi, lorsque vous créez vos propres films, ils s'affichent différemment selon l'outil que vous utilisez pour regarder le résultat. Ajoutez à cela que les téléviseurs et autres moniteurs ne sont pas bien calibrés en sortie d'usine et vous obtenez des résultats totalement différents d'une télévision à une autre. Mais au-delà de la question technique, il est intéressant d'observer l'évolution des images à travers le temps. Voici une image issue du premier Jurassic Park, sorti en 1993. Les couleurs sont plutôt naturelles. Et voici l'image de Jurassic World, sortie en 2015. Quel changement! Les étalonneurs d'aujourd'hui ne se contentent pas de corriger les erreurs contenues dans les images, ils créent un look qui peut être complètement différent de la réalité. Regardez la différence entre le premier Mad Max de 1979 et le dernier sorti en 2015. Le cinéma d'aujourd'hui semble vouloir s'éloigner des images naturelles, et ceci dans l'intention de renforcer les émotions du spectateur. Cela a commencé au début des années 2000 avec des films comme Amélie Poulain. Depuis, les blockbusters sont connus pour leur étalonnage orange and teal, renforçant ainsi le contraste entre la couleur de peau des acteurs et les décors froids. On remarque la même évolution chez les photographes, pour qui des logiciels comme Lightroom ou Photoshop permettent d'aller très loin dans la personnalisation des couleurs. Cette évolution est récente, et même les filmmakers indépendants se demandent quel look donner à leur image. Jusqu'où faut-il aller ? Au-delà de certaines considérations techniques, comment savoir si un étalonnage est bon ou mauvais ? Il n'y a pas de réponse universelle. Les looks sont une question de goût, de personnalité, mais aussi des effets de mode.
et ils pourront nous paraître ringards dans quelques années. Pour ma part, je pense qu'un look doit servir à renforcer l'histoire, sans quoi on peut très bien en rester à un look naturel. Après tout, des centaines de chefs-d'œuvre ont été créés avant l'avènement du numérique et certaines caméras proposent nativement des couleurs absolument superbes. Et n'oubliez pas que si l'étalonnage est aussi puissant, il ne remplacera jamais une image correctement exposée, éclairée dans les règles de l'art, avec un acteur maquillé, un décor travaillé et des costumes à l'avenant. À mon sens, l'étalonnage doit rester une couche de vernis pour sublimer le travail de toute l'équipe. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous donne envie de tester l'étalonnage dans vos projets. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre un pouce bleu, ne serait-ce que pour aider au bon référencement de cette vidéo. Je m'appelle Guillaume Delormeret et je vous dis ciao!